Qui se sont sentis humiliés par leur supposé manque d'humanité sur le fameux projet de loi sur le deuil des parents ayant perdu un enfant. Hier, le président a invité tous les députés de la majorité à l'Élysée. Il leur a demandé de l'unité. Alors, la question, le message est-il passé ? Le message, il a été adressé. En tout cas, je pense que les parlementaires ont été forcément flattés d'être traités, comme on dit dans le milieu politique, c'est-à-dire d'être reçus à l'Élysée avec les égards et les honneurs dus à leur rang. Il y a eu une séance de câlinothérapie, effectivement. Je pense que certains, vous savez, la simple vue du chef de l'État, le fait de se faire un petit peu cajoler, ça suffit à les faire rentrer dans le rang. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus énervés et de façon un peu plus, je dirais, structurelle. Parce qu'on a beaucoup parlé de cette majorité Godillot. C'est pas la première. Les majorités Godillot, ça a déjà existé sous la Ve République. Mais celle-là, quand même, c'est vrai qu'elle a dû avaler pas mal de couleuvres. Et dernière en date, c'est bien sûr l'épisode que vous évoquiez, l'épisode des enfants décédés et du congé parental. C'est vrai que c'était un petit peu dur. On les a vraiment considérés comme moins que rien. D'abord, on leur a fait faire une bêtise en refusant ce congé parental de 12 jours pour les enfants décédés. Ouais. Et puis ensuite, on les a engueulés sur le thème vous ne faites pas preuve d'humanité. Bon, c'était vraiment pas terrible. Donc je crois qu'il y a quand même un petit coin qui est enfoncé dans cette majorité, mais on n'est pas du tout au niveau de détestation qu'on avait constaté dans le quinquennat précédent avec les frondeurs. Ah oui. D'abord et avant tout parce que ces parlementaires, ces députés, ils n'existeraient pas sans la personne d'Emmanuel Macron et sans la victoire d'Emmanuel Macron, ce qui était un petit peu différent des majorités précédentes. Alors c'est ce qu'il dit d'ailleurs, je ne suis pas pour le... Bien sûr. Caporalisme, puisque c'est effectivement son chemin à lui n'a pas été classique. Mais pas pour le caporalisme. Voilà. Mais il a mis en garde effectivement, Bruno, les parlementaires en leur disant j'ai vu le quinquennat précédent se disloquer sur les aventures personnelles. Il pensait bien sûr, ce que rappelait David, aux frondeurs. Oui, on peut aussi dire que quelque part il pensait peut-être aussi à lui, parce que les aventures personnelles, bien sûr. Elle a été réussie la sienne, contrairement à celle des frondeurs. Écoutez, les députés, oui, c'était réussi, je dirais, au sens où les députés, ils étaient comme s'ils rentraient d'une semaine de ski, là, après la soirée passée à l'Élysée. Ils étaient tout contents, tout heureux. Alors, il y en a qui se sont tus, qui, en off, vous disent, bon, ça manquait peut-être un peu d'humilité. Mais globalement, ces opérations-là, Sarkozy savait très bien le faire. Macron fait exactement la même chose. Il les fait venir. Il fait comme, vous savez, les team building, là. Ils aiment ça, les macronistes, là. Donc, on les regonfle un maximum. Et ils sortent devant les télés. Ils disent que c'était super. Je pense que Macron sait très bien faire ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, je suis d'accord avec David. Il n'en reste pas moins que cet épisode dit quelque chose de cette majorité qui, finalement, paraît solide, mais en même temps peut sauter au moindre gros coup de Trafalgar. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Parce que ces députés se sont sentis vraiment humiliés. Il n'y a pas plus loyaux que les macronistes. Et là, en gros, ils ont deux ministres qui se prennent les pieds dans le tapis, un Premier ministre qui est un peu aux abonnés absents et un président qui voit ça de très loin. Et puis, tout va mal. Oui, sauf qu'il débute dans le musical de la politique, si je puis dire. Et donc... pas tous. Et la majorité. Et après, vous avez le président qui dit soyez fiers d'être des amateurs, sous-entendu, les professionnels étaient nuls. Moi, je pense que tout ça manque d'humilité parce que les professionnels étaient peut-être nuls, mais les Français commencent à regarder les professionnels d'un autre œil parce qu'ils voient aussi ce que font les amateurs. Et Macron pourra le mettre dans tous les sens. Franchement, cette affaire de deuil, elle est bien révélatrice d'une majorité qui, par moments, ne s'est maniée que des chiffres de manière très froide et très déshumanisée. Donc, ils l'ont montré. Et puis les amateurs, Bruno, là, en l'occurrence, c'était pas les députés. C'était quand même pas les députés. C'était les ministres. Chef, Madame Pénicaud, c'était les ministres. Qui a quand même fait n'importe quoi et qui... a eu un défaut de flair politique. Madame Pénicaud, Monsieur Fesneau qui n'a pas non plus Fesneau également, et Édouard Philippe qui a laissé filer l'affaire aussi. Oui, mais alors, était déjà la tête au Macron leur dit en quelque sorte, soyez fiers d'être des amateurs, puisqu'on les a traités d'amateurs. Il dit si les professionnels, ce sont ceux qu'on a virés il y a 2 ans et demi, et que les amateurs, c'est vous, alors soyez fiers d'être des amateurs. Ouais, c'est pas terrible, ça manque d'humilité, il ne devrait pas dire ça. Après, je comprends qu'il
gonfle le moral de ses troupes parce que l'examen de la réforme des retraites va être compliqué pour la majorité, parce que les municipales vont pas être très bonnes, parce qu'ils ont du gros temps devant eux et qu'il faut amarrer et que tous les moussaillons soient bien à leur poste pour ramer. Mais bon, voilà, il y a toujours cet excès d'arrogance. Et c'est vrai que les amateurs, bon, on est quand même un peu revenus, on le chronique, le nouveau monde macroniste qu'on nous avait tant vendu et tant vanté, on le chronique ici, Roselyne, chaque semaine. Bon, on voit qu'au bout de 2 ans et demi, le nouveau monde, d'abord, il n'est pas si nouveau que ça, parce qu'il y a quand même un paquet de vieux routards et de vieux routiers de la politique et de vieilles pratiques. Hein. Le président Macron a commencé par lui, il fait aussi de la politique, de la poloche, comme on dit. Et puis je suis désolé, il y a quand même les amateurs, ils ont montré leurs limites. Alors là où je suis d'accord avec Bruno, c'est vrai qu'elle est jeune, cette majorité, vous le disiez, pas forcément très expérimentée. Et attention, dans un mois, au municipal du 15 et du 22 mars, il risque d'y avoir quand même une grosse secousse du côté d'En Marche. Et cette majorité, ils s'y attendent. Pour le coup, le terrain est préparé. Tout le monde est préparé. Ils s'y attendent, mais ils n'ont jamais, la plupart de ces députés n'ont jamais vécu une immense raclée. Et quand ils vont retourner sur le terrain après le 22 mars et qu'ils vont rencontrer leurs administrés, etc., je pense que ça va secouer un petit peu. Il y a beaucoup de gens, de dirigeants de la majorité qui s'inquiètent un petit peu de la capacité à tenir le choc. Alors, il y a une autre phrase ambiguë d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, parce qu'on a bien vu qu'il y avait plus de 20 000 amendements, donc une lenteur extrême. Et Emmanuel guérilla parlementaire hallucinant. Dit on va peut-être pas traîner ça jusqu'à l'été. Donc il le dit pas, mais il laisse planer le doute d'un 49.3. Donc ce texte qui permet de passer en force. Enfin. Cet article, pardon. De ce point de vue-là, je pense que contrairement à Édouard Philippe qui l'a écarté publiquement. De manière peut-être un peu trop rapide. C'est Richard Ferrand qui dit on ne fait pas du désarmement unilatéral avant d'avoir commencé la bataille. Macron est plus prudent. D'abord, il a connu l'expérience du 49.3 malgré lui, donc il sait... Sur sa propre loi. Et il sait que par moment, peut-être qu'il faut en passer par là. Et là, en l'occurrence, pour mettre un terme à la guérilla parlementaire engagée par les Insoumis. Je pense qu'ils feront tout pour éviter ça, parce que le 49.3, c'est sur un texte aussi emblématique que la réforme des retraites, qu'on dit vouloir changer pour les 50 ans qui viennent, mettre l'urgence... le calendrier ne sera pas clair. Non, mais mettre l'urgence, mettre le 49.3... Franchement, c'est pas raisonnable sur un texte de cette importance. Donc il faut absolument éviter le 49.3. C'est ce que va, à mon avis, faire le gouvernement. C'est ce que va faire Édouard Philippe. Le problème, c'est qu'ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis du calendrier. C'est-à-dire que d'abord, ils avaient prévu de faire ça après les municipales. Ils décident de faire ça avant les municipales. Il y a l'examen en commission spéciale qui a été arrêté hier parce que ils peuvent pas examiner tous les amendements. Ils avaient prévu 15 jours d'examen à partir de lundi prochain. Ils en font 3 semaines. Et après, c'est les vacances parlementaires. Pour voter avant le premier tour, il va vraiment falloir tout le talent de Richard Ferrand et sa bonne connaissance de la procédure parlementaire pour raccourcir ce débat. Alors, sans passer par le 49.3. Dernière chose qu'on peut évoquer, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron sur les 2 piliers de la fin de son quinquennat. Ça va être l'écologie, et puis il revient sur les thèmes de l'insécurité et de la migration. Alors il dit sentiment d'insécurité, il ne dit pas l'insécurité, il dit ce sentiment d'insécurité. C'est quand même une comparaison dangereuse, parce que Jospin s'était lui-même pris les pieds dans le tapis, et c'était évidemment fait taper par Jacques Chirac à l'époque. Souvenez-vous, c'était assez ils sont mauvais sur le régalien. Ils sont mauvais sur le régalien. Les chiffres disent la vérité d'une explosion des violences, de toutes sortes de violences. Et le président qui a fait beaucoup de discours depuis le début du mandat et qui a un ministre de l'Intérieur qui n'est pas très bon, il voit bien qu'il va falloir s'y mettre à fond sur la fin du mandat. Pour des raisons politiques, d'évidence. Pour avoir un bilan face à Marine Le Pen, c'est ça ? Très clairement, comme l'a dit Bruno, il sent qu'il est un peu faible de ce point de vue-là. Lui-même, depuis l'été, on parlait de Lionel Jospin, mais il a ce scénario en tête. Les indicateurs économiques sont pas flamboyants, extraordinaires, mais ils sont plutôt pas mal. Le chômage, la croissance, etc. Je vais pas vous faire le pitch ici. Mais en tout cas, très clairement, là où il risque d'y avoir un défaut, c'est sur le régalien. Curieusement, il n'a pas encore été très attaqué là-dessus. Ça commence. Il y a notamment une charge en
règle de Xavier Bertrand dans le journal du dimanche il y a une dizaine de jours. Mais sinon, il sent bien qu'il y a une faille et que que la droite va commencer à taper, à exploiter. Et donc, dans l'hypothèse où on se situe dans un duel face à Marine Le Pen, ou du moins un combat, voilà, il a un mauvais bilan sur le front. Il faut qu'il muscle un petit peu son jeu, comme dirait. Parce qu'il y a eu ce débat. Il a un mauvais bilan sur le front de l'immigration, qu'il veuille ou non, c'est quand même 400 000 plus les demandes d'asile qui explosent, et puis sur le front de la sécurité, il est mauvais. Et comme de toute façon, il sait qu'il a perdu une partie de ses soutiens à gauche et qu'il veut conserver les soutiens à droite gagnés aux européennes, il va être obligé d'aller sur le régalien. Mais il faudra faire autre chose que seulement des discours. Oui, il y a un problème parce que ce fameux débat sur l'immigration, souvenez-vous, il a empoigné le thème de l'immigration à la rentrée. Ça a d'ailleurs fait beaucoup jaser dans sa majorité. Il y a eu un grand débat, puis ça a fait pchit, comme dirait Jacques Chirac. Et donc ça, c'est dangereux parce que c'est donné aussi à Marine Le Pen, dans la perspective de la campagne présidentielle, les bâtons pour se faire battre. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment par rapport à Marine Le Pen que on a entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'elle évoluait vers l'humanisme, Marine Le Pen, en acceptant de demander à manifester. Dans le fond, il est en train de préparer l'abstention en 2022, Jean-Luc Mélenchon, et de dire vous ne choisirez pas, dans le fond, parce qu'ils ont la même détestation. Il l'avait déjà fait, Roselyne. En 2017, il n'avait pas choisi, effectivement. Mais là, il prépare le terrain. Ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Je dirais même qu'on a voté pour elle. Non, j'irai pas jusque-là, mais on a constaté depuis le début de ce quinquennat, depuis l'abstention du deuxième tour, prôné par Mélenchon, qu'il y avait de plus en plus de convergence. Il y a un candidat notamment qui est passé de la France Insoumise au Rassemblement National. Certes, ce n'est qu'un candidat, mais ça montre qu'il y avait aussi des petites passerelles depuis quelques mois, quelques années entre les deux formations populistes, la populiste de gauche et la populiste de droite. Je dirais les choses autrement. Je pense qu'il accompagne un mouvement en fait, qui existe déjà. Quand les électeurs sont interrogés, ils sont dans une... Ce sera sûrement pas Macron pour eux au second tour, quoi qu'il arrive. Donc... Mélenchon accompagne un mouvement qui est regrettable, mais que Marine Le Pen sent sur le terrain, parce que n'oublions jamais que sur sa terre d'élection, ça reste le Nord, et que ce choix de travailler à la fois sur l'immigration et sur le social, qui n'était pas celui de Marion Maréchal, s'avère depuis le début du quinquennat le choix gagnant pour elle. Ça lui a permis de revenir dans la course, alors que tout le monde pensait qu'elle était irrémédiablement éliminée. Et sans doute que c'est ça aujourd'hui qui la porte dans les sondages, plus que son programme, plus que ses troupes, plus que ses compétences, qui restent de ce point de vue-là extrêmement faibles, sinon, pour ne pas dire autre chose. Merci à tous les deux.